London is free. Ok, donc en fait j'ai trouvé ce que je vais faire, c'est... Bon, c'est dur à dire, on voit du bending ici. On va faire une dernière fois. Bienvenue dans la troisième partie du making-of de mon court-métrage London is Free. Alors bien sûr, comme d'habitude, si vous n'avez pas vu le court-métrage, que vous n'avez pas vu le making-of 1, le making-of 2, allez d'abord voir ces vidéos, je vous les mets dans une fiche, elles vont défiler un petit peu là-haut, quelque part, vous savez où ça se situe, et je vous mets bien sûr les liens dans la description. Concernant le making-of numéro 2, vous n'êtes pas beaucoup à être allé le voir, parce que forcément, j'ai parlé principalement de profil d'image, uniquement de profil d'image, dans le titre et sur la vignette. Je peux en vouloir qu'à moi-même, mais allez quand même regarder ce making-of 2 si ce sujet-là ne vous intéresse pas, parce que je parle aussi de musique, et je parle surtout de conseils et de retours d'expérience par rapport au tournage, comment j'ai réussi à interviewer, alors déjà oui Philippe effectivement, mais comment j'ai aussi réussi à filmer tout simplement des personnes dans la rue, notamment le couple et d'autres personnes comme ça, la personne qui fait de l'harmonica, voilà, je vous fais un retour d'expérience en fin de vidéo qui est très intéressant, donc allez quand même voir cette vidéo, et même si vous n'êtes pas utilisateur Sony, je pense que ce que je vous explique par rapport au profil d'image que j'ai utilisé, notamment le coude, si vous savez pas ce que c'est justement, allez voir le making-of, cette partie-là, cette partie explicative, pourrait sans doute vous intéresser pour configurer votre matériel, même si ce n'est pas du Sony. Voilà, on attaque donc la troisième partie de ce making-of avec une FAQ, je vous avais promis ça, je vous avais dit que j'allais répondre à vos questions que vous m'avez posées donc dans les commentaires du making-of numéro 1 ou de la vidéo principale. Allez, on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec la première question, pourquoi n'as-tu pas essayé Mocha? Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Mocha, il s'agit d'un plugin d'After Effects qui permet d'automatiser un suivi, donc un tracking 2D. Donc ça m'aurait permis de gagner beaucoup de temps effectivement pour le détourage notamment de l'enfant pour cette transition donc avec l'enfant d'un plan à l'autre. Je l'ai fait à la main, ça m'a pris plusieurs journées et peut-être qu'avec Mocha ça aurait été plus rapide effectivement. J'ai pas testé, par contre j'ai quand même testé, je suis pas fou à ce point-là, j'ai quand même testé le système de détourage, en tout cas de suivi de forme automatique d'After Effects et ça ne marchait pas du tout parce que l'enfant était trop petit donc les pixels étaient assez gros, enfin je sais pas si je me fais bien comprendre mais vu que je zoomais pas mal dans l'image, l'enfant était assez petit donc ses contours étaient composés de pixels déjà assez gros, même en 4K, et du coup c'était pas assez précis, j'aurais dû passer énormément de temps aussi à corriger ce que le tracking automatique aurait fait. Donc j'ai préféré foncer tête baissée et le faire à la main, quitte à y passer 2-3 jours. J'ai aucune technique sur After Effects, j'ai appris After Effects en master il y a longtemps. J'ai jamais entretenu mes connaissances sur After Effects, je suis vraiment nul sur After Effects. Ce que j'ai fait pour ce court-métrage, c'est très basique, vous pouvez tous et toutes le faire. J'ai pas d'astuces, j'ai pas de technique, je pourrais pas vous donner de formation sur After Effects, c'est pas mon métier, je sais pas faire. J'ai juste quelques restes et voilà, je fais avec ce que je sais et je perds énormément de temps, je le sais. Si vous êtes expert sur After Effects, vous avez juste dû saigner des yeux en voyant la technique que j'ai employée pour détourer cet enfant. Mais je savais pas faire autrement. Prochaine question, on va parler d'autofocus et de mise au point. Est-ce que tu étais toujours en manuel ou est-ce que tu utilisais parfois le mode autofocus et comment fais-tu pour tout filmer de net? Car même en étant à f11 le max sur mon Sigma, sur mon objectif Sigma, je n'arrive pas à avoir tout de net sur mon rush, je ne comprends pas là où je fais une erreur. Alors, j'ai été parfois en manuel, parfois donc totalement manuel, c'est-à-dire que je bloquais ma mise au point par exemple en hyperfocal, je vous explique ça dans ma vidéo sur la profondeur de champ il me semble, j'espère, sinon il y a plein de choses qui vous parlent d'hyperfocal sur internet, vous allez trouver de quoi il s'agit, j'ai pas le temps de l'expliquer ici en long en large, donc parfois totalement en mise au point manuel figé, bloqué, je savais que j'étais net à une certaine distance de moi, donc je pouvais filmer comme ça dans la rue sans trop me soucier de cette mise au point. Pourquoi en manuel et pas en autofocus dans ce cas-là? Tout simplement parce que j'ai pas envie de prendre le risque, surtout en filmant de nuit, que l'autofocus fasse n'importe quoi et il commence à pomper parce qu'il n'arrive plus à distinguer le sujet sur lequel il doit faire la mise au point. Donc ça c'était important pour moi ici de nuit d'éviter ce phénomène de pompage que vous pouvez avoir donc quand un autofocus galère. Donc parfois en manuel, parfois et souvent avec le système de follow focus, donc là on est en manuel mais avec une action donc sur le gimbal avec le système de follow focus du Crane 2 pour modifier donc mon point pendant un même plan et parfois aussi en autofocus par exemple
pour filmer, je pense, Philippe, filmer la personne avec l'harmonica, des gens comme ça que j'ai pris donc en réalisant un portrait. Je savais qu'ils allaient bouger et donc je préférais faire ici confiance, sachant que j'avais un minimum de lumière, faire confiance ici cette fois-ci à l'autofocus pour essayer de les avoir toujours de net et ne pas avoir à le faire en manuel parce que j'aurais peut-être pas été sûr de mon coup. Donc voilà, autofocus, manuel focus et follow focus, j'ai mixé les trois pendant le court-métrage selon la situation et selon mon sujet. Et Charlie, on en a parlé donc dans les commentaires, mais juste je donne l'info aux autres, si vous avez des problèmes comme ça de profondeur de champ et que vous n'arrivez pas à avoir tout de net comme il le dit, ou alors travailler avec votre profondeur de champ, allez voir ma vidéo donc qui parle de ça, je vous donne les 3 techniques de base pour modifier votre profondeur de champ, je vous mets ça dans une fiche, dans la description peut-être, enfin bref, c'est sur ma chaîne. La vidéo s'appelle 3 méthodes pour modifier sa profondeur de champ, ou quelque chose comme ça, vous allez la trouver et vous avez toutes les infos à l'intérieur. Prochaine question qui est très intéressante aussi, puisque vous êtes nombreuses et nombreux à vous la poser à juste titre et à me la poser assez souvent aussi en commentaire. Comment fait-on pour gérer les droits à l'image, le droit à l'image lorsqu'on filme des gens dans la rue et qu'on publie, ou même qu'on photographie des gens dans la rue et qu'on publie ça ensuite sur internet? Et bien pour répondre à cette question épineuse, je vous invite à regarder la vidéo très intéressante de mon collègue Chris de la chaîne YouTube Améliorer ses photos, je vous mets le lien dans une fiche, allez voir ça, vous allez tout comprendre et c'est réglé. Prochaine question, comment j'ai enregistré la voix de Philippe? Si vous re-regardez bien le making of 1, j'ai mis un petit zoom, une petite bulle en zoom sur le micro que j'ai utilisé. Il s'agit du Filmmaker Kit de Rode que je vous présentais aussi dans une autre vidéo où je vous parlais des micros que j'utilisais. En fait, je me trimballais toute la semaine avec ce micro en espérant pouvoir interviewer quelqu'un puisque ça faisait partie du projet d'avoir en fait une interview, une voix off comme ça. Donc je savais que j'allais avoir besoin d'un micro et je savais que le plus adapté ça allait être le micro cravate puisque j'allais pouvoir le placer assez proche de la bouche de la personne et du coup un peu l'isoler. Et vous entendez quand même en fond, parce qu'un micro-cravate est omnidirectionnel, donc il va enregistrer tout ce qui se passe autour de lui, donc vous entendez quand même en fond la rue, les passants. Alors ça donne une ambiance autour de sa voix, un fond sonore qui est pas toujours désagréable, mais parfois j'aurais bien aimé avoir uniquement sa voix, vraiment bien l'isoler. Et donc si c'était à refaire, j'utiliserais sans doute un micro-main qui serait beaucoup plus adapté. Et sa deuxième question, est-ce que tu as des problèmes avec le follow focus? Parce qu'il a des soucis de son côté pour le paramétrer, j'ai eu aucun souci avec le follow focus. Je sais pas trop ce que tu as comme problème, si c'est dû à du matériel, à du software, je peux pas t'aider comme ça. Essaie de te retourner peut-être vers ton revendeur et voir s'ils ont un SAV, voir s'ils peuvent t'expliquer comment il fonctionne. De mon côté, j'ai pas eu de soucis. Prochaine question, si tu devais prendre un seul objectif pour une vidéo de voyage, lequel tu prendrais, focal fixe ou variable, et pourquoi? Alors c'est drôle que tu me poses cette question puisque tu me la poses en dessous d'une vidéo qui justement traite de ce sujet-là, de partir en voyage avec une seule focale fixe. Et j'ai choisi une focale fixe qui est en l'occurrence donc le 24 mm qui me faisait donc aussi un équivalent 35-36 mm grâce au mode Super 35 APS-C, Crop APS-C du Sony A7 III. Mais c'est vrai que je repartirai pas forcément avec une seule focale fixe, même si je trouve l'exercice super intéressant et je vous explique pourquoi dans un instant. D'abord, je vais répondre à ta question. Je pense que si je devais partir avec une seule focale, ce serait quand même un zoom, donc une focale variable, et ce serait sans doute le 24-70 f2.8. C'est pas très original, mais c'est l'objectif pour moi le plus polyvalent qui existe. Ça manque de grand angle, on va dire, j'aurais adoré un 16-70 2.8, mais ça n'existe pas encore, mais donc le 24-70 2.8, pour moi, c'est l'objectif passe-partout que je pourrais emmener en voyage. Et donc pour en revenir à cette question de focale fixe, là où j'adore les focales fixes et je vous encourage à les tester, à en acheter ou à les louer chez SOS Ciné pour lui faire de la pub, c'était pas prévu mais voilà, ça mange pas de pain, c'est que pour moi, un tournage ou un lieu où je vais faire des photos, c'est un terrain de jeu et avoir un zoom, c'est un petit peu une solution de facilité dans certains cas. C'est vrai que ça rend beaucoup de service et parfois c'est indispensable quand vous pouvez pas vous déplacer, quand vous êtes bloqué dans une foule ou quelque chose comme ça, on se comprend tout à fait. Par contre, quand vous avez la place et que vous pouvez vous permettre un petit peu de vous déplacer et de faire ce que vous voulez, comme par exemple c'est le cas en vidéo de voyage, dans ce cas-là, sauf si bien sûr vous voulez aller photographier, je sais pas moi, quelqu'un qui est allongé sur la plage, c'est pas bien, ou des animaux au loin, c'est un petit peu mieux. Dans ce cas-là, il va vous falloir quand même un gros zoom et pas que un gros zoom. Mais sinon, la focale fixe, je vois ça comme vraiment un objet qui vous permet de jouer avec votre environnement, de vous déplacer. Et un tournage, un lieu où je fais des photos, c'est un vrai terrain de jeu pour moi. J'adore avancer, reculer, me cacher à droite, me cacher à gauche. Et avoir une focale fixe, c'est hyper contraignant parce que vous avez que ça, vous avez que ce champ de vision et c'est à vous de vous déplacer, c'est à vous de trouver les angles et vous n'êtes pas tenté par la simplicité de rester sur place et de changer le zoom. Voilà, donc pour ça, vraiment, je conseille, en tout cas, je vous conseille de tester des focales fixes et de tester, de réaliser comme moi un projet 100% focale fixe.
ça se trouve, vous avez qu'une focale fixe actuellement parce que vous n'avez pas de budget pour acheter autre chose et vous n'avez pas le choix. Mais en tout cas, sachez que si c'est votre cas, je trouve ça super intéressant comme exercice et vous allez apprendre beaucoup de choses en composition grâce à cette contrainte. Prochaine question, pourrais-tu me dire quel profil d'image tu as utilisé? Donc ça, je te renvoie vers le Making of 2. Et autre question, est-ce que tu prends ton trépied quand tu pars en voyage ou pas? J'ai envie de te dire, là je suis en train de me poser la question parce que je prévois du coup un voyage un petit peu plus long. J'ai envie d'emmener un trépied parce que ça permet de faire pas mal de choses. Moi en tout cas, le trépied me permet de filmer des making-of, de filmer des tutoriels, donc ça va me servir pour ça, mais ça c'est pas forcément utile pour toi. Mine de rien, un trépied c'est quand même toujours un accessoire que je recommande quand même. Si vous avez les épaules pour le porter, le sac à dos qu'il faut et le budget pour en avoir un, tout simplement, un bon, hein, pas un truc tout léger sur Amazon qui vaut 10 €, parce que ça va pas bien vous servir puisque ça tremblera dès qu'il y a du vent et ça va se casser assez rapidement. Mais si vous avez de quoi investir dans un bon trépied, pour une centaine d'euros, vous avez quelque chose déjà très très bien. Je pense que c'est un accessoire qui vous permet de tester différentes choses, de tester des pauses longues, de tester des timelapses, de tester, voilà, de vous exercer à différentes techniques qui existent, peut-être faire un petit peu d'astro, de la photo de nuit. Donc oui, personnellement, je pense que j'emmènerai systématiquement un trépied, peut-être juste un tout petit voyage, mais au moins avoir une solution comme ça pour stabiliser ma caméra, en tout cas poser ma caméra sur un endroit juste pour faire soit de la photo, pause longue, soit de la vidéo pour me filmer. Prochaine question, un upscale de 100% de la Full HD vers de l'Ultra HD, est-ce que c'est dérangeant, est-ce que c'est choquant, est-ce que ça se voit? Alors, il faut savoir que tout simplement, je n'ai pas eu le choix. Il y a certains sujets que je voulais absolument filmer au ralenti et mon A7 III ne filme pas au ralenti en 4K en Ultra HD. Donc pour filmer en 50 images par seconde ou 100 images par seconde, je devais passer en Full HD et je voulais absolument sortir cette vidéo en Ultra HD. Donc je n'avais pas le choix, il fallait que je filme en Full HD et que j'upscale. Ensuite, il faut savoir que ça va pas forcément être choquant et se voir à partir du moment où vous sélectionnez bien les plans, les sujets, et que ces plans-là ne sont pas des plans de contemplation de détails. Par exemple, un paysage ou des éléments d'architecture vraiment très détaillés. Si vous les filmez en Full HD et que derrière vous mettez un plan similaire en Ultra HD en 4K, et ben ça va se voir, ça va être plus choquant. Alors que si vous filmez par exemple un humain au ralenti ou un événement au ralenti, un envolé d'oiseaux, un sourire au ralenti, le spectateur va être captivé par ce qui se passe et non pas par le détail de votre image, et du coup ça passera beaucoup mieux. Donc voilà, essayez de mélanger les types de contenus pour pas qu'il y ait de différence flagrante entre votre Full HD upscalé à 200% et vos plans donc en Ultra HD natif. Et si vous re-regardez du coup le court-métrage maintenant en faisant pause à différents endroits, vous allez voir des fois ce manque de détails entre différents plans, mais au final c'était pas choquant, c'était pas si dérangeant, surtout que peut-être un bon nombre d'entre vous regardent cette vidéo qui est en Ultra HD, enfin pas vraiment Ultra HD, c'est un format de 35e, bref, vous avez compris ce que je veux dire, regarde peut-être cette vidéo sur un écran Full HD, du coup le fait que je l'ai publié en 4K Ultra HD, ça sert pas à grand chose et ça va pas vous choquer, d'autant plus qu'on est tous habitués depuis des années à regarder de la Full HD. Prochaine question, combien de temps as-tu pris pour réaliser ce court-métrage? Alors tout cumulé, je sais plus, j'avais donné des approximations à certains d'entre vous dans les commentaires. Je crois qu'on peut partir sur un bon 3 semaines de travail à temps plein. Voilà, faut savoir que j'ai filmé mi-novembre, fin novembre, après le salon de la photo, et j'ai travaillé dessus petit à petit pour prendre beaucoup de recul sur un ours que j'ai réalisé. Donc un ours, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un pré-montage en gros, hein. J'ai testé des plans, je les ai mis bout à bout, et après j'ai laissé quelques jours passer, j'ai pas travaillé dessus tous les jours à temps plein au début, hein, c'est pour prendre du recul, voir si ça fonctionne, et à froid, savoir un petit peu ce que j'allais faire en termes de transition, en termes d'enchaînement de plans. Et par contre, j'ai travaillé vraiment à temps plein pendant les 2 dernières semaines à peu près. En tout cas, la dernière semaine, c'était à temps plein. Et avant, j'ai pas mal travaillé dessus aussi. Donc ça doit représenter en tout et pour tout 3 bonnes, si pas 4 semaines de travail à temps plein, si on parle en jour ouvré. Sachant que j'ai travaillé aussi les week-ends. Mais ça, on s'en fout. Prochaine question, est-ce que j'étais à 1.4 en ouverture tout le long de mon tournage? Et est-ce que mon shutter était à 1/50e ou 1/100e pour filmer cette vidéo? Alors effectivement, j'ai filmé certains plans à f1.4 quand je manquais vraiment de lumière et que je voulais pas trop monter en ISO. Par contre, j'ai principalement filmé à f2 et maximum f2.8, donc le plus fermé à f2.8, ce qui est déjà pas mal ouvert effectivement, mais en l'occurrence ici c'était sans doute la valeur la plus fermée que j'ai dû avoir, tout ça pour optimiser un petit peu le piqué de mon image, puisqu'il faut savoir que quand vous ouvrez au maximum votre diaphragme, vous perdez en piqué, donc on va se mettre 2, 3, 4 stops
plus fermé pour optimiser le piqué de son objectif, peu importe votre objectif. Donc dans mon cas, f2, f2.8 c'était très bien et en plus toujours suffisamment lumineux dans la plupart des cas. Ensuite, oui, effectivement, à 25 fps, mon shutter était calé sur le 1/50e pour les raisons que vous connaissez. Si ce n'est pas le cas, fouillez sur ma chaîne, vous allez trouver le pourquoi du comment. Et 1/100e lorsque j'étais donc en 50 images par seconde. Quoique, j'étais peut-être aussi parfois à 1/50e à 50 images par seconde pour gagner un petit peu en lumière aussi. Ce qui n'est pas grave du tout. Prochaine question, est-ce que je stabilise, en gros, hein, je résume la question, est-ce que je stabilise encore les plans en post-traitement parce que parfois on a des micro-tremblements, et je vous en parle effectivement dans le making-of, j'ai eu parfois des micro-tremblements, ou alors des mouvements un peu mécaniques comme ça du gimbal, qui sont un peu durs à gérer. Oui, donc j'ai beaucoup stabilisé les plans en post-traitement, donc soit sur Premiere Pro, lorsque c'était assez simple, soit sur After Effects pour être un petit peu plus précis. Voilà, je vais réussir à faire mes phrases. Donc oui, voilà. Et du coup, la question qui suit rejoint celle-ci, est-ce que j'ai adouci les mouvements robotiques du Crane 2? Oui, je les ai adoucis sur donc After Effects ou Premiere Pro. Prochaine question qui n'est ni une question technique ni une question matérielle, et ça fait plaisir, merci à toi FTED. Quand on arrive à un tel niveau dans la vidéo, dans quel domaine peut-on vouloir progresser? Alors déjà merci, c'est très flatteur de ta part, mais il faut savoir que je reste très modeste par rapport à mon niveau, j'ai encore une montagne de choses à apprendre. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis une bille sous After Effects, donc ça fait partie des choses qu'il faut encore que j'apprenne. Et on a tous des gens meilleurs et moins bons que nous, c'est normal, vous aussi, vous le savez très bien. Donc voilà, il faut savoir rester modeste, merci quand même pour ton commentaire, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre aussi. Maintenant, pour répondre un petit peu plus à ta question, j'aimerais de plus en plus m'orienter vers la fiction, raconter des histoires, jouer avec les émotions, et c'est un petit peu ce que j'ai commencé à initier avec cette vidéo-là, même si j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel du tout, hein, j'ai juste utilisé une voix off. Mais voilà, ça m'a permis un petit peu de travailler sur le storytelling et de vous initier aussi à faire ça, de vous montrer ce qu'on pouvait faire assez facilement en voyage, et aussi de jouer un petit peu sur les émotions, puisque c'est important pour moi qu'une vidéo transmette des émotions avant de juste avoir un effet waouh à l'aide de transitions et de beaux paysages. Voilà. Donc le but pour moi c'est de sortir de ça pour commencer à raconter un petit peu plus des histoires, chercher du fond dans mes réalisations, grâce peut-être du coup à des projets en fiction. Prochaine question, tu ne fais pas partie de la team MacBook Pro, quel est ton ordinateur portable Asus? Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question, je ne m'y attendais pas du tout, c'est vrai qu'on le voit dans le making of, donc je cherche les références et je vous dis ça tout de suite. Alors, il s'agit d'un Asus ZenBook Pro UX 501 VW, je vous mets toutes les infos dans la description, hein, avec un processeur i7, une GTX 960M, 16 Go de RAM, un SSD, un écran tactile Ultra HD, bref, je vous mets tout ça dans la description. J'étais un peu déçu parce qu'il n'est pas si rapide que ça, mais en tout cas en voyage, il fait le job, mais j'étais un petit peu déçu quand même. Et je l'ai acheté il y a déjà 2 ans. Prochaine question, pourquoi le Crane 2 plutôt que le Ronin S? Et bien tout simplement parce que je n'ai pas le Ronin S. Je l'ai testé cet été, mais c'était un prêt en avant-première. Je ne l'ai pas ce Ronin S, il est trop lourd pour moi. Donc je n'en veux pas de ce Ronin S, même s'il est très bon. Hein. Donc on s'entende bien, mais il n'est pas fait pour moi parce qu'il est trop lourd. Le Crane 2, il n'est pas fait pour moi non plus parce qu'il se démonte pas facilement, il n'est pas transportable comme je le souhaite, et il n'est pas aussi bon qu'un Ronin S par exemple. Mon gimbal de prédilection actuellement, depuis ce tournage, c'est le Tilta G2X, parce que je l'ai reçu après le tournage, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé à Londres. Mais il est démontable, il est moins lourd que le Ronin S, et il est tout aussi fiable, et en plus, il est sexy. Et que le matériel soit sexy, on va pas se mentir, c'est quand même un tout petit peu important, et ce petit G2X avec ses petits bouts de bois à gauche à droite, je le trouve plutôt sexy. Blague à part, donc il fonctionne très très bien et je l'adore. Je n'ai pas dit que je le remplace pas pendant l'année, mais actuellement j'utilise le Tilta G2X. Prochaine question, du coup on reste dans les gimbals, peux-tu me donner les réglages de vitesse des moteurs du Crane 2? J'ai touché à rien, il est en mode réglage d'usine. Voilà, je sais pas si ça t'aide, ça va sans doute pas t'aider, mais tu vois ce qu'on peut faire avec les réglages d'usine. Et pas mal de post-prod pour peaufiner la stabilisation de certains plans, c'est vrai. Prochaine question. Il y a beaucoup de questions. Bon ok, c'est parti. Comment fais-tu pour bien régler ta colorimétrie avec des plans qui sont franchement différents pour que ça ressorte bien homogène? La balance des blancs. La balance des blancs, ça fait tout. Un bon profil d'image qui est le même à chaque fois que tu tournes dans une même situation lumineuse, ça veut dire de nuit globalement ici, et une balance des blancs personnalisée, bien réglée à chaque fois, et normalement tout se ressemble.
Comment traites-tu le son de la voix qui parle, donc de la voix off de Philippe? Alors il faut savoir que je suis pas du tout un expert du son, il y a des spécialistes, des gens qui sont professionnels là-dedans, c'est pas mon cas. C'est comme After Effects, je connais certaines choses, je maîtrise certaines choses, mais à mon petit niveau, donc je fais avec mes compétences, on va dire. Donc là, j'ai simplement appliqué un égaliseur pour un petit peu filtrer les basses fréquences, pour éliminer un petit peu les ronronnements et le bruit ambiant qu'il y avait donc autour de Philippe, sans trop non plus casser le timbre de sa voix. Comment passes-tu sur After Effects dans ton workflow? Alors je n'utilise pas After Effects après avoir fini mon montage. J'utilise After Effects en cours de montage sur une sélection de plans. Donc soit sur un seul plan pour le stabiliser par exemple, ou pour réaliser un masquage plus précis sur After Effects, soit en combinant différents plans et donc en les sélectionnant, clic droit, modifier dans After Effects, créer une séquence dans After Effects, machin, et du coup j'utilise les séquences liées donc de la suite Adobe. C'est pour ça que j'aime travailler avec Premiere Pro, c'est pour cette passerelle très facile avec After Effects. Avec After Effects. Je suis désolé de laisser ce genre de passage dans la vidéo, mais c'est long en fait, j'ai plus de voix, j'ai plus de salive, donc je préfère les laisser plutôt que de répéter 15 000 fois, ça m'économise. Voilà. Le rotoscoping, tu as l'air de le faire à la main, pourquoi tu passes pas par l'option d'After Effects qui fait ça automatiquement? Je l'ai expliqué un petit peu auparavant. Et en plus, je commence à faire des rimes. Cette vidéo commence à être longue, merci vraiment d'être encore là. Les fontaines et le remappage temporel, tu choisis en fonction de la musique ou tu le fais et tu places au bon moment dans la musique? C'est une bonne question, je crois que c'est au cas par cas. C'est souvent par rapport à la musique, mais en fait je vais repérer les plans qui colleraient bien à cet endroit-là. En fait dans la façon de faire mon montage, je repère les différents éléments clés qu'il y a dans la musique et je repère les plans qui pourraient coller là-dessus. Et après je vois, j'ajuste un petit peu pour que ça colle bien et globalement que le tout fonctionne. Et après je vais avoir certains plans qui vont venir un petit peu, des plans en fait qui sont passe-partout, qui vont pouvoir venir se glisser un petit peu partout. C'est des plans d'illustration qui n'ont pas trop de signification par rapport à la voix off et qui donc peuvent être déplacés pour venir combler les trous lorsque je fais des remappages temporels pour être collé sur la musique ou pour être collé sur un ralenti visuel cohérent, et après je viens combler peut-être les trous avec certains plans donc bouge trop. C'est pas gentil pour eux, mais c'est des plans bouge trop. Je sais pas du tout si cette explication était claire. Franchement, je crois qu'il va falloir arrêter cette vidéo dans pas longtemps parce que j'arrive plus à m'exprimer. Ça devient n'importe quoi. Alors, en pré-production, avant de tourner tes premières images, tu t'étais beaucoup documenté sur Londres, savoir où aller filmer, où tu te balades avec ton matos, et oh ça je veux bien filmer, et je veux bien avoir ça dans mon film. Bonne question aussi, c'est vrai que c'est intéressant, t'as quand même des bonnes questions intéressantes, hein, donc on va y répondre. Je connais un minimum Londres, j'y étais déjà 3 fois du coup en tout, c'est pas énorme, hein, j'ai été 2 fois avant, mais c'est déjà une grande chance pour moi. Donc je connaissais certains endroits, et après, globalement, j'ai rien préparé, vu que c'était une vidéo franchement improvisée, je vous l'ai déjà dit. Grosso modo, non, j'ai rien organisé à l'avance. On s'est baladé dans des quartiers qu'on connaissait déjà ou d'autres qu'on ne connaissait pas encore et j'ai filmé selon ce que je trouvais devant moi. Comment travailles-tu ta colorimétrie pendant le tournage? J'en parle dans le making of numéro 2. J'utilise ici pour la vidéo de nuit un profil d'image qui n'est pas un profil plat mais qui est déjà un profil assez contrasté. Contrairement à lorsque je filme de jour où j'utilise du S-Log 2, actuellement, ça peut changer, j'aime bien tester différents profils d'image, actuellement du S-Log 2, donc il y a un profil relativement plat, puisque après je vais faire de la colorimétrie, de l'étalonnage sur Premiere Pro. Ensuite tu me demandes si j'ai des images de comment j'aborde les gens dans la rue. J'en ai pas, parce que j'ai été à chaque fois surpris de faire ces rencontres-là. C'est les gens qui sont venus à moi lorsque j'avais mon matériel, je vous le disais, donc bien visible, je vous disais ça dans le Making of 2. Allez voir le Making of 2, il est très intéressant, je parle pas que de colorimétrie à l'intérieur. Donc je me baladais avec mon matos, bien visible, et les gens venaient à moi. Mais j'avais pas forcément la caméra d'allumée, donc on voit pas les moments où eux m'interpellent, ou les moments où moi je vais vers eux, ce qui a été plus rare. Hein. Là, à Londres, c'est vraiment les gens qui sont souvent venus vers moi. C'est quand même une grande chance. Mais c'est un sujet intéressant que j'essaierai de traiter en vidéo, parce que ça a le mérite d'être traité. Arnaud qui me demande si j'ai trouvé un moyen de faire voir cette vidéo au sans-abri, donc à Philippe. Et c'est vrai que vous êtes certains à m'avoir demandé ça, et en tout cas à m'avoir dit que ce serait super que Philippe puisse voir la vidéo. Et j'y ai pensé aussi, et je sais pas comment faire. J'ai envoyé la vidéo à Visit London, je crois que c'est ça, en gros l'office de tourisme de Londres. J'ai jamais eu de réponse, voilà. Donc si vous voulez essayer de les contacter aussi pour essayer de retrouver Philippe, harceler Visit London, allez vas-y, je vous mets le lien dans la description. Envoyez un mail vous aussi avec ma vidéo et dites-leur, regardez, on aimerait bien retrouver cette personne-là, est-ce que vous pouvez nous aider? Et peut-être que si on est plein à le faire, ils nous répondront. Voilà. Je sais pas si c'est bien ce que je suis en train de vous demander de faire, mais ce serait vraiment cool que Philippe voit la vidéo. Et le jour où je retourne à Londres, je vous promets que je ferai tout pour essayer de le retrouver.
Courage! Merci d'être encore là, je le répète, on est bientôt au bout de la vidéo. Question suivante, le mode Clear Image Zoom, donc c'est un zoom numérique plus ou moins propre proposé sur certains boîtiers Sony, versus le mode APS-C de la 7 III, donc le mode que j'ai utilisé ici sur un capteur plein format, donc le mode APS-C qui permet de cropper son image comme si on avait un capteur plein format. Est-ce que ça dégrade l'image? Est-ce qu'on a moins de netteté, une moins bonne luminosité, etc. Alors le mode Clear Image Zoom, je ne l'utilise jamais parce qu'effectivement c'est un zoom numérique qui par définition du coup va avoir une perte de qualité et très honnêtement moi je trouve que ça se voit, donc je vais jamais l'utiliser. Ça peut peut-être rendre des services en photo, en vidéo animalière hein, si vraiment vous avez besoin de zoomer plus loin, mais je ne recommande pas forcément. Alors que le mode Crop APS-C Super 35 ici de la 7 III et d'autres boîtiers Sony plein format ne dégrade pas l'image, en tout cas ça va pas se voir. On utilise une plus petite partie du capteur, mais il faut savoir qu'à la base on part d'une image 6K downscalée en 4K pour justement filmer en 4K avec la 7 III, et lorsque vous allez utiliser une plus petite partie du capteur, vous allez être directement en 4K. Je pense pas dire de bêtises en disant ça, mais c'est vrai que j'ai pas toutes les infos techniques à ce niveau-là, donc je vais pas trop m'avancer. On va rester sur les choses que je peux vous affirmer. Non, le mode Crop APS-C ne dégrade pas votre image. En tout cas, si ce mode dégrade votre vidéo, je peux vous garantir que ça se verra pas. Alors que le mode Clear Image Zoom, ça se verra. Prochaine question, le Log 3, en gros, je le trouve très bruité dans les basses lumières. Est-ce que c'est mon cas? Oui, et c'est le cas de tout le monde, et c'est le cas de tous les logs. En fait, un profil log n'est pas plus bruité qu'un autre profil en basse lumière, c'est juste que le bruit va plus se voir, puisque le but d'un profil log, c'est d'élargir votre dynamique et du coup d'aplatir votre image, donc de surexposer en quelque sorte les basses lumières et d'assombrir les hautes lumières, pour vous donner un profil plat où vous voyez tout. Okay, donc vous allez vachement voir le bruit dans les basses lumières, puisque le bruit va être surexposé, beaucoup plus visible. Alors que dans un profil, on va dire, PP off ou classique, ou par exemple celui que j'ai utilisé ici, le PP2, les noirs sont sombres, sont assombris en quelque sorte, sont contrastés, et donc vous n'allez pas voir le bruit. Mais le bruit est le même, pour une valeur ISO identique, bien sûr, qu'on s'entende bien, le bruit est le même entre un profil log et un autre profil. Il n'y a pas plus de bruit dans un log, je le répète, il est juste plus visible. Et ça, je vous en parle dans cette vidéo que je vous mets quelque part, où j'ai réalisé mon test de la 7 III, mon test extrême au Stromboli. Question rapide, Olivier, tu as fixé ta balance des blancs en utilisant quel mode? Eh bien tout simplement en manuel, toujours manuel, 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 manuel. Voilà. Et dernière question, on arrive à la dernière question. Pourquoi n'as-tu pas pris ton moniteur sur ton Crane 2? Parce que je trouve ça pas pratique du tout, pas run and gun, pas efficace sur le terrain. J'ai besoin de sortir mon matériel le plus vite possible et donc qu'il soit le plus léger et que je puisse le manipuler dans tous les sens sans qu'il y ait un écran qui vienne se péter la gueule, se dévisser tout seul. Bref, voilà, c'est vrai que c'est pas super pratique pour être sûr de sa mise au point. J'ai eu certains plans où j'ai loupé ma mise au point avec le système de follow focus. Oui, parce que j'avais un tout petit écran et je voyais pas forcément où était le point. Que le focus picking de nuit, je peux vous garantir, et même de jour, c'est pas forcément ultra précis, hein, ça vaut ce que ça vaut. Je pense que si vous l'utilisez souvent, vous savez de quoi je parle, mais de nuit c'est encore pire. Donc voilà, il faut le faire au jugé, et avoir un petit écran c'est pas pratique, mais j'aime pas avoir un gros écran à côté. Si je pars sur une prod avec un client où il faut vraiment que je sois sûr à 100% de ce que je fais et que j'ai pas le droit à l'erreur parce que je peux pas recommencer X fois par exemple avec des acteurs ou je sais pas, peu importe. Dans ce cas-là, je vais effectivement avoir un écran, un moniteur, mais c'est aussi parce que ça va être des moments peut-être plus calmes, je vais avoir le temps de me préparer, j'ai pas besoin de tout ranger dans un tout petit sac à dos léger parce que j'ai pas envie de me faire mal au dos, donc je peux me permettre d'avoir plus de matos que je pose dans un coin pendant un tournage. Bref, vous avez compris l'idée. Donc là, l'idée c'était d'être vraiment rapide, efficace et ne pas avoir d'autres choses à allumer, à attendre, à brancher, à faire gaffe, à ne pas cogner, enfin bref, voilà. Voilà, on arrive enfin au bout de ces 3 making-of, j'espère que ça vous a plu. Normalement, je devais en faire qu'un, il y en a 3, bref, je trouve ça super intéressant, vous m'avez posé plein de questions. Encore merci pour votre engouement pour ce court-métrage, ça m'a beaucoup touché, je m'attendais pas à ça pour ce court-métrage, mais je suis ravi que ça vous ait plu et que vous ayez autant de questions à me poser. J'ai appris beaucoup de choses sur ce tournage, et donc la grosse leçon, vraiment pour moi, c'est sortez, filmez, continuez de réaliser des projets parce que vous allez apprendre une tonne de choses. Moi aussi, j'apprends encore une tonne de choses et c'est ça qui est passionnant dans notre métier, dans notre passion ici pour la photo ou la vidéo. Donc allez-y à fond avec le matériel que vous avez, peu importe le matos que vous avez, trouvez un projet que vous pouvez réaliser avec votre matériel, 2 jours, des choses un petit peu avec moins de contraintes techniques et vous pourrez raconter aussi de très très belles histoires, travailler sur les émotions, travailler sur le storytelling, même avec un smartphone. Donc allez-y, sortez de chez vous dès demain et réalisez-moi une belle vidéo et partagez-la sur l'atelier des créateurs. Merci pour votre fidélité, à très bientôt les amis, faites de belles photos, faites de belles vidéos, ciao!